Allez, écoutez, j'espère que vous avez pu vous restaurer et que tout est en place pour permettre de débuter de bonne façon cet après-midi. Après la brillante conférence du professeur Terra, je pense qu'effectivement, on a pu voir la qualité de ce savoir-faire clinique, les savoir-faire cliniques dont on a tous à apprendre. Je pense que c'était vraiment quelque chose de tout à fait important. Donc, à la suite de cette conférence, j'ai le plaisir donc de présider cet après-midi la première table ronde aux côtés de Madame Isabelle Olivier qui en assurera la tentative de modération. Non, la modération et l'animation. Voilà. Ce colloque donc est l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois avec Jean-Yves Giordana, que je veux remercier effectivement, mais également d'un comité scientifique, d'un COPIL et de tous ceux qui ont permis que ce colloque existe. Donc merci à tous. Je voudrais dire pour commencer un tout petit mot. Le dernier colloque qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, en octobre 2021, j'étais là, c'était la première fois que j'étais dans un colloque, et j'y étais par l'invitation de Jean-Paul Pernet-Solier, qui me sollicitait pour rejoindre la direction générale afin qu'il soit porté la voie médicale. Ce colloque, c'était aussi le moment où Jean-Pierre Ollier, le professeur Jean-Pierre Ollier, avait présenté la politique médicale de la HSM, frein des travails collaboratifs avec tous les territoires. Nul doute que tous les deux auraient aimé être là avec nous et permettez-moi d'avoir une pensée pour eux. Ce colloque est conçu pour permettre de nous retrouver, nous qui appartenons à l'Association hospitalière Sainte-Marie, une association riche de sa diversité, et donc afin que nous puissions y trouver matière à réflexion sur nos pratiques professionnelles, mais aussi à mieux se connaître, à nourrir ce sentiment d'appartenance au groupe que nous constituons autour de valeurs communes. Ce colloque a été conçu aussi comme une occasion de nous ouvrir sur l'extérieur. Être à Lyon nous en donne une belle opportunité et je tiens à remercier les confrères lyonnais qui nous ont fait le plaisir de leur présence. La HSM est une institution en place de longue date, une institution confrontée au monde, à une société qui change, et Dieu sait que les choses évoluent rapidement aujourd'hui. La HSM est un acteur important dans le champ de la santé mentale, de l'accompagnement médico-social et du handicap. Elle est confrontée au quotidien à cet impératif d'adaptation et à des choses à dire sur ce point de vue. Ce colloque doit être l'occasion d'échanger à ce propos des enjeux qui se présentent à nous. C'est pour cela que nous avons fait le choix de tables rondes, donc, qui vont ménager des espaces de discussion. Et je formule le vœu que vous vous sentiez libre et qu'il existe une vraie interaction entre les gens qui vont présenter et la salle. On le voit, le monde de la santé, de l'accompagnement, du handicap est en crise, avec des besoins de plus en plus grands et en même temps une baisse d'attractivité de nos professions. C'est en raison de ça, dans ce domaine d'activité, que l'on doit se réorganiser. Et si les connaissances scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives, si l'on voit poindre l'idée d'une psychiatrie de précision, que l'on voudrait toujours plus pointue, efficiente, il est désormais aussi question d'intégrer le savoir expérientiel au sein des équipes de soins, donner une place plus importante aux malades, celui qui a fait l'expérience de la maladie, et à toutes les personnes qui les accompagnent. L'autonomisation, le pouvoir d'agir caractérise désormais la position du patient usager, acteur à part entière du soin et de la déstigmatisation. On se rend compte de plus en plus que le soin ne peut se concevoir que globalement, en prenant en compte naturellement la santé mentale, mais aussi la santé physique, sans oublier de penser au-delà, au rétablissement, à la réhabilitation et à l'inclusion sociale.
Les domaines de la psychiatrie, de la santé mentale et de l'accompagnement se réinventent avec l'arrivée de nouveaux professionnels, de nouvelles modalités de prise en charge, avec de nouveaux objectifs et de nouvelles façons de travailler ensemble. À côté des intervenants traditionnels, médecins, infirmiers, psychologues, apparaissent de nouveaux domaines de spécialité. Des psychologues dont les domaines d'intervention psychothérapeutique sont désormais et doivent être désormais plus visibles. Des infirmiers avec des parcours complexes, des infirmiers avec des parcours jeunes, des infirmiers de pratique avancée, des spécialistes de l'activité sportive adaptée aux patients, mais aussi aux résidents de nos établissements, des spécialistes de médiation animale, des pairs aidants, mais également des case managers, des coordinateurs de parcours usagers, des job coachs, sans oublier les aidants familiaux, dont on se rend de plus en plus compte de leur importance, mais aussi de leurs limites et de la nécessité, là également, de leur donner des statuts. Et puis on peut dire également les coordinateurs de projets territoriaux de santé mentale, qui sont également des interlocuteurs maintenant dans tout ce champ. Donc de nombreux intervenants qui n'apportent véritablement un plus que de travailler ensemble. C'est la question de l'articulation de ces nouveaux acteurs, la question du décloisonnement des différents intervenants. Et puis il y a également l'usage de nouveaux outils dérivés du numérique ou empruntés à d'autres champs du savoir, d'autres domaines de la médecine, et qui génèrent de nouvelles pratiques, de nouvelles questions. C'est de cela dont on a fait le choix de parler dans cette première table ronde. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de faire un tour d'horizon exhaustif du domaine d'action spécifique de tous ces intervenants, nouveaux intervenants, mais d'en choisir quelques-uns de ces métiers emblématiques de cette nouvelle organisation du soin et de l'accompagnement. Nous allons donc parler de la pratique avancée dans le domaine infirmier, de la formation, et demain nous verrons le positionnement de ces IPA au sein des équipes de soins. On va parler également de la médiation de santé pair et comment elle se déploie, de la pratique sportive adaptée, socio-esthétique et l'importance qu'elle prend au service du rétablissement. Et enfin, on fera un état des lieux concernant les outils dont on dispose dans le domaine du numérique en santé. Je laisse donc la place à Madame Lelivier pour introduire chacune de ces interventions. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être présent pour animer avec nous cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Boisseau. Je remercie au titre de Santé mentale et de la rédaction votre invitation. Vraiment, c'est toujours un plaisir de rejoindre l'association. On partage depuis de nombreuses années des valeurs et un engagement commun. Puisque santé mentale, on a une ligne à laquelle on tient et je crois qu'elle est particulièrement, comme vous, ancrée dans des valeurs. Comme disait Monsieur Dolly ce matin, je suis associée à la maison avec bien d'autres, mais ce terme d'associée à la maison et de compagnonner avec vous depuis quelques années me ravit à chaque fois. Donc un grand merci. Alors, je suis la maîtresse des horloges, comme on dit, et donc ça, on devait commencer à 13h30, il est bien sûr 13h55. Donc nous sommes ensemble pour 2 heures. Chacune des interventions va être minutée autour de 20 minutes. Et alors, ce que je vais vous demander, c'est de garder vos questions, puisque les interventions et les intervenants vont se succéder. Et soyez gentils de collecter vos questions qu'on posera à la fin. On essaiera d'avoir un temps d'échange. Ce sera plus confortable de procéder de cette façon. Voilà, donc vous avez beaucoup prononcé le mot de nouveau, Monsieur Boisseau, et je vois que donc nouveaux métiers, nouveaux objectifs. Alors on reste comme ce matin ancré dans une clinique qui est absolument solide, comme nous l'a présenté Monsieur Terra. Néanmoins, il faut s'adapter. Donc nous allons commencer tout de suite avec les IPA, qui sont probablement le métier le plus médiatisé, en tous les cas, ces dernières années. Voilà, ça fait trembler les médecins, et puis maintenant, ils ont l'air un petit peu moins fébriles, on va dire des choses comme ça.
Donc, Madame Iveldi va ouvrir le bal, si on peut dire. Vous êtes directrice d'IFSI et de l'enseignement des IPA à Nice, à Sainte-Marguerite. Vous allez rapidement... Pardon ? Sainte-Marie. Sainte-Marie, oh là, oh là là, oh là là. Sainte-Marie. Et donc, vous laisserez la parole après à votre collègue Madame Castello, qui est donc infirmière. Et donc, on était en train de se dire tout à l'heure, Madame Castello, que vous êtes en travail de thèse en santé publique autour justement de la plus-value des IPA. Je vous laisse. Mais alors, je vais être très à cheval sur les 20 minutes, attention. Il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis co-coordinatrice du projet de la mise en place de ce DE infirmier de pratique avancée sur l'Université Côte d'Azur, dont le pilotage aujourd'hui est confié à des infirmiers hospitalo-universitaires, dont la représentante aujourd'hui est Madame Castello. Alors, on va vous présenter une autre méthode pour avoir des raisons d'espérer sur l'évolution du champ de compétences des infirmiers demain. Alors, ce projet d'implantation de pratique avancée a été proposé en région Sud. C'était un projet régional qui était porté par l'ARS PACA depuis 2018. Donc, on avait déjà mis en place un DU santé mentale et psychiatrie parce qu'on ressentait d'ores et déjà les besoins, notamment sur cette expertise qu'on perdait au fil des réformes des formations infirmières. Et ce projet comportait plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'était la création de postes d'IHU. Donc, on a été cofinancé sur 2 postes par l'ARS et par la région. Et ces postes d'IHU avaient une double mission, donc l'enseignement des IPA, mais aussi la mission d'implantation des IPA formés demain au sein des établissements de santé. Voilà, donc c'est des missions, elles ont une double mission, ces infirmières hospitalo-universitaires, donc l'implantation des IPA au sein des établissements, la modélisation des trajectoires qui aujourd'hui reste encore floue, et vous l'expliquiez tout à l'heure, donc c'est réexpliquer et travailler sur la représentation erronée, là aujourd'hui, de ce nouveau métier, qui n'empiète pas sur le travail du médecin, du psychiatre, mais au contraire, doit venir en complément. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Madame Castello, qui aujourd'hui gère toute seule ce master sur l'Université de Nice, qui aujourd'hui est accréditée sur les 5 mentions, et dont la première qu'on a mis en place, parce qu'il y avait vraiment un besoin sur le territoire, c'était la mention santé mentale et psychiatrie. Je laisse la parole à Madame. Bonjour, merci de me laisser ce temps de parole. Alors, volontairement, on va parler de l'évolution de la formation des infirmiers en pratique avancée et pas du tout du programme de formation qui a déjà été plus que répandu partout. Donc, juste un petit point sur l'historique en fait, de la formation en psychiatrie. Vous voyez qu'en fait, on est passé en gros de 800 heures quand il y avait les IPA les infirmiers en psychiatrie, à une formation maintenant du programme de 2009 en fait, sur la psychiatrie de 100 heures de cours magistraux. Donc on a complètement perdu en psychiatrie, d'où l'intérêt aussi de la pratique avancée où on crée en fait, on met en place des experts de psychiatrie infirmiers. Donc je reprends un petit peu les compétences en fait, de Anne Ambric sur les compétences IPA. Donc on a des compétences sur lesquelles je ne vais pas revenir, c'est la compétence clinique directe, qui est ce que vous entendez penser, ce à quoi vous pensez quand vous pensez IPA, c'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir des patients, savoir comment le patient y va, lui poser des questions par rapport à la crise suicidaire comme on a vu ce matin, et réamorcer, enfin represcrire les traitements, réévaluer les prescriptions, etc. On a aussi la consultation en fait en première ou deuxième ligne, mais ça aussi, voilà, c'est des choses effectivement pour lesquelles on forme les étudiants classiquement que vous connaissez totalement. En fait, ce pourquoi aujourd'hui je voudrais un petit peu revenir, c'est sur les compétences en fait IPA qu'on ne met pas trop en avant actuellement et dont on ne parle pas beaucoup et pour lequel en fait on met en place une formation qui est très de haut niveau en fait et qui répond totalement aux obligations actuelles, notamment en fait sur la collaboration qui est une des compétences en fait des infirmiers en pratique avancée. Actuellement sur la collaboration en fait. Vous savez que les formations médicales et paramédicales sont faites en silo, c'est-à-dire que chaque formation est à la fac de médecine, IPA, infirmier, sage-femme, etc.
Sur Nice, on est en train de créer en fait une formation qui s'appelle IES Collab, qui est une formation à la collaboration interprofessionnelle en partenariat patient. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est tous mis en fait autour d'une table, IPA, IFSI, orthophonistes, médecins, kinés, sages-femmes, etc. Et on est en train de commenter en fait tous ensemble une formation. Donc, on va laisser cette formation sur un petit groupement d'étudiants à partir de la rentrée de septembre 2024, pour que cette formation, en fait, qui était une formation de 36 heures sur le cycle 1, de 12 heures par an, en fait, permette aux étudiants en formation initiale, en collaboration professionnelle, en partenariat patient, et c'est une formation qu'on monte aussi en collaboration avec des étudiants, c'est-à-dire qu'on fait une formation pour les étudiants, avec les étudiants, pour savoir comment les former, en fait. On est donc passé, en fait, d'une formation qui était une formation très classique de cours magistraux à on travaille sur la clarification des rôles, qui est une des premières demandes, en fait, de savoir qu'est-ce que fait l'autre, en fait, avec lequel je vais travailler. Et donc, du coup, ils nous ont dit qu'ils voulaient des capsules vidéo de 180 secondes pour scroller plus rapidement. Donc, du coup, c'est quelque chose auquel on répond. Donc, on est en train de tourner les capsules vidéo de 180 secondes pour les étudiants. Les étudiants nous ont ensuite demandé d'avoir un parcours de psychiatrie. C'est-à-dire que ça a été une demande des étudiants quand on a commencé à travailler avec eux sur qu'est-ce que vous attendez sur la collaboration et sur la clarification des rôles. Les étudiants, en fait, notamment les étudiants infirmiers, nous ont dit on veut absolument en fait, qu'il y ait un parcours en psychiatrie pour vraiment comprendre quel est le rôle des soignants en psychiatrie et de comprendre en fait où est-ce que nous, en tant qu'infirmiers, où est-ce que nous, en tant qu'IPA, on peut se mettre en place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la collaboration qui est mise en place et qui est vraiment mise en avant. Mais surtout, ce qui est important en fait sur Nice, c'est le côté partenariat patient. On ne peut plus travailler avec les patients. Les conférences des doyens de fac de médecine et de fac de pharmacie ont bien dit que les patients partenaires devaient intégrer en fait toutes les formations en silo médicales et paramédicales. On a aussi une grosse partie en fait de la formation qui est basée sur la recherche. La recherche en sciences infirmières est en train d'évoluer. On a un peu 40 ans de retard en France actuellement, puisque le Canada, les États-Unis, en fait, on se sert que de leurs écrits actuellement pour faire évoluer en fait la formation infirmière. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce qu'on fait en formation initiale ou ce qu'on fait en formation continue vient incrémenter en fait la pratique au quotidien dans les services, et cette pratique au quotidien dans les services vient en fait améliorer en fait la recherche, et on ne peut pas faire l'un sans l'autre en fait. Donc du coup, les services de soins sont des services de recherche, et donc du coup, on doit travailler absolument ensemble pour faire évoluer notre pratique au quotidien. Voilà. Comment on a fait évoluer aussi la formation initiale actuellement de la formation IPA? En fait, il y a une réflexion qui a été faite en 2024 au niveau des conseils nationaux professionnels, IPA, en fait, sur la formation des facs au niveau des UE cliniques, en fait, qui est vraiment le tronc commun, la base, en fait, de l'auscultation, l'examen clinique. On s'est aperçu, au fait, au niveau national, qu'il y avait vraiment une hétérogénéité de la formation des IPA, que vous soyez à Nice, Strasbourg, Paris, Mulhouse. Donc, du coup, on a travaillé sur un tronc commun d'UE, de sciences cliniques, en fait, infirmières en pratique avancée, pour que, en fait, les étudiants n'aient pas 2 jours de formation clinique dans une fac et 15 jours dans une autre. Ça, c'est pas possible. Les IPA en psychiatrie doivent avoir un socle commun de connaissances de pathologies somatiques importantes pour justement avoir un peu l'œil averti sur des pathologies somatiques que des patients ayant des troubles psychiatriques et de santé mentale puissent rencontrer actuellement, justement pour pouvoir les orienter, les diriger vers les spécialistes en fait de deuxième ligne. Il y a aussi un petit truc qui se met en place, vous avez peut-être entendu parler de la commission de certification professionnelle des IPA, enfin de tous les métiers à ordre, mais des IPA notamment, c'est la formation professionnelle continue, et donc du coup qui se déroule au niveau de 4 axes. Donc axe 1, actualiser les connaissances et les compétences, on a forcément tout ce qui est les traitements, la pharmacologie, etc. Donc les IPA seront contents d'apprendre qu'ils vont devoir faire minimum 3 heures de formation obligatoire sur la pharmacologie chaque année. Renforcer la qualité des pratiques professionnelles et améliorer la collaboration avec les patients. Donc dans ce cadre-là, en fait, sur l'Université de Nice, on met en place des ECOS qui sont des examens cliniques objectifs structurés avec des patients partenaires en formation initiale, en fait. Le but, c'est de travailler de suite avec les patients pour savoir comment faire une consultation avec les patients et que les patients nous fassent un retour de ce qui va et ce qui ne va pas dans notre relation avec eux, en fait. Donc du coup, on travaille beaucoup avec le CI3P, qui est le centre en fait, de partenariat patient de Nice, avec lequel on met en place en fait, de la formation continue et les patients en fait, sont partie prenante totalement de notre formation.
Je vous montre un petit schéma parce que, bon, voilà, moi, ça a été une découverte. En fait, on passe d'une formation paternaliste à une formation de partenaire de soins et de services. Donc, on essaie aussi, au niveau sémantique, de passer de prendre à charge un patient à accompagner un patient dans les soins, ce qui nous semble aussi important de travailler avec les étudiants là-dessus. Et le quatrième, en fait, axe de formation qui va être compté, en fait, dans la certification des infirmiers en pratique avancée, et des autres ordres, des autres métiers à ordre, c'est mieux comprendre et prendre en compte la santé personnelle des professionnels de santé. Et on travaille beaucoup, en fait, sur Nice avec le développement du caring, en fait, notamment des théories de Jean Watson et de Chantal Cara. Donc les formations initiales et les formations continues doivent se baser en fait sur les evidence-based nursing, donc les connaissances en fait socles scientifiques des soins infirmiers et médicales. Et c'est là-dessus en fait, sur ces données probantes, qu'on doit travailler la formation initiale et la formation continue, et qu'on doit faire évoluer en parallèle en fait les infirmiers en pratique avancée dans les services. Parce qu'en fait, la place de la science et du service, en fait, on ne peut pas travailler en les détachant l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une expertise clinique, c'est les soignants qui sont au quotidien, c'est nous, c'est vous, au quotidien avec les patients dans les services. Il y a les patients partenaires avec lesquels on travaille, et il y a les données de la recherche qui nous permettent en fait une décision éthique, en fait une décision pour le patient qui est prise en fait en additionnant toutes ces informations et les informations qui sont basées sur des preuves et pas des... Comme disait le professeur ce matin, en fait, sur des sensations non données probantes. Donc j'en viens maintenant à l'évolution du métier, mais vous comprenez que l'évolution du métier, elle est faite avec aussi l'évolution des études et l'évolution de la formation. Donc ça, c'est un petit peu le champ clinique infirmier qui reprend un petit peu le patient qui est là tout le temps. Dans le contexte, on travaille avec lui. Le jugement clinique, la décision, la mise en œuvre, tout ça, ce sont de la formation de la logique en fait, du raisonnement clinique des infirmiers. C'est la même chose en fait avec les infirmiers en pratique avancée, si ce n'est que les compétences sont un petit peu différentes. Et donc du coup, on arrive à l'évolution du métier. L'évolution du métier, en fait, dans les IPA, donc j'en ai pris quelques-uns parce qu'encore une fois, la clinique, c'est quelque chose que vous maîtrisez sur l'IPA qui reçoit en consultation un CMP, le patient qui est sorti, avec lequel il faut retravailler le traitement, etc. Mais il y a quelque chose qui est très important, en fait, c'est la collaboration, le lien ville-hôpital-ville, en fait. C'est comment, en fait, on ne va pas continuer à garder pendant 40 ans les patients, en fait, au CMP. Le but, en fait, c'est de les ouvrir sur la ville et sur la cité. C'est aller vers eux dans l'endroit où ils vivent, en fait. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant actuellement, ce sont les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, avec lesquelles, en fait, on travaille beaucoup sur Nice. L'ARS-PACA nous a demandé de beaucoup travailler sur le niveau ambulatoire et de développer les infirmiers en pratique avancée au niveau ambulatoire. Donc actuellement, il y a beaucoup d'IPA sur Nice qui sont IPA en pathologie chronique stabilisée. Et en fait, ce qu'on essaie de faire avec les infirmiers en pratique avancée de psychiatrie des CMP, c'est de développer en fait le lien avec les CPTS des territoires pour que ces patients-là, qui ont des troubles potentiellement somatiques, mais qui n'ont pas malheureusement de médecin traitant, puissent rentrer dans le parcours de soins par la voie de l'IPA en pathologie chronique stabilisée et de travailler en fait de façon beaucoup plus proche entre l'IPA en pathologie chronique stabilisée et l'IPA en psychiatrie santé mentale, de façon à ce que le parcours patient, l'accès aux soins pour le patient en psychiatrie soit bien plus favorisé et bien plus rapide en fait que les 6 mois d'attente où vous savez que les patients, des fois, ils ont du mal à franchir le pas chez un médecin généraliste parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se faire soigner. Donc, du coup, ça, c'est vraiment l'évolution du métier. Au niveau de la clinique, elle est liée forcément à l'évolution en fait, des EBN et des EBN. Et la recherche, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place en fait, dans les services de soins parce que les IPA sont censés, on aimerait qu'ils soient censés, sur leur fiche de poste, qu'il y ait une partie recherche, en fait, qui soit vraiment notifiée dans leur fiche de poste, un 20% ou un 10% en fonction de ce que les établissements puissent mettre en place, en fait, et ce qui répond, du coup, à la circulaire du mars 2023 relative au soutien de la structuration de l'animation territoriale à la recherche en psychiatrie et en santé mentale. Le but, en fait, c'est d'utiliser ces IPA qui ont une compétence de recherche pour faire évoluer la connaissance, en fait, en sciences infirmières, de la psychiatrie et la santé mentale, mais le but étant forcément, en fait, de travailler sur
l'évolution des EBN et faire en sorte, par l'évolution des EBN, de travailler en fait sur des études critiques de texte entre les infirmiers en pratique avancée dans les établissements de santé, avec les étudiants infirmiers et les étudiants infirmiers en pratique avancée, pour faire de l'analyse critique d'articles qui potentiellement pourraient faire une attraction pour les étudiants infirmiers qui souhaiteraient rester travailler en fait à l'hôpital en psychiatrie, parce qu'ils se disent c'était sympa ce que j'ai fait quand j'étais étudiant, je me souviens, je suis passée là, on avait des moments en fait, alors peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, donc ça à évaluer, où en fait il y avait une remise en niveau, une analyse des pratiques professionnelles, un questionnement sur des articles scientifiques basés sur la science pour faire évoluer mon métier qui est maintenant infirmier en psychiatrie. Et peut-être garder en fait ces étudiants infirmiers en les faisant participer et vraiment eux, peut-être venir avec des articles qui les ont intéressés pour faire évoluer notre pratique à nous, qui sommes des vieux soignants, sur des dernières dispositions qui existent. Les compétences pharmacologiques, ça, on est tous au fait que c'est le premier axe en fait, de la certification, et c'est quelque chose pour lequel on est tous à même de se dire c'est important pour les IPA. Pour autant, en fait, il faut forcer les IPA à rencontrer les laboratoires aussi qui viennent pour présenter les traitements, parce que c'est eux qui prescrivent. Il faut qu'ils soient à jour en fait, des connaissances sur les pathologies, sur les traitements, sur les effets indésirables, sur les dernières nouvelles molécules qui sortent, en fait, et ils ne peuvent pas rester sur des acquis. Les premiers IPA PSM qu'on a formés à Nice, c'était il y a 3 ans, ils ne peuvent pas rester sur des acquis d'il y a 3 ans. Ce n'est pas possible, il y a des nouvelles molécules, des nouvelles formes galéniques. Il faut absolument qu'ils évoluent avec les connaissances actuelles. Quand je vous dis que la clinique et la recherche sont forcément liées et nous aident au quotidien dans les services, il y a un article en fait, que je pourrais vous envoyer si vous êtes intéressé, qui est sorti justement avec mes collègues de Marseille, où ils ont élaboré en fait, un outil d'évaluation des compétences en stage infirmier en pratique avancée dans la mention psychiatrie et santé mentale à partir d'une méthode Delphi. C'est une méthode scientifique pour valider en fait une grille. Et donc, du coup, ils ont sorti en fait, les compétences attendues sur une grille qui peut vous être utile en fait, dans votre pratique quand vous recevez des étudiants IPA en stage pour évaluer les compétences attendues des étudiants que vous avez au quotidien avec vous. Donc, en fait, cette recherche permet en fait, de venir animer la profession au quotidien. Donc, effectivement, l'ouverture... quel est l'avantage aussi des IPA dans l'évolution du métier des sciences infirmières ? C'est l'ouverture en fait, d'une carrière professionnelle du volet clinique. En fait. Les IPA, c'est vraiment purement du clinique, alors que jusqu'à présent, l'évolution en psychiatrie des infirmiers, en fait, c'était de devenir cadre de santé, et il n'y avait pas d'autre évolution. Maintenant, les infirmiers qui veulent garder cette partie clinique, mais évoluer dans leur profession, peuvent devenir effectivement infirmiers en pratique avancée, en psychiatrie santé mentale. Et la plus-value, en fait, pourrait être dans le parcours en fait, de soins en psychiatrie, au regard des difficultés actuellement de recrutement. Alors, je sais que nous, à Nice, on a beaucoup de difficultés de recrutement, pas seulement en psychiatrie, hein, mais dans tous les centres confondus. Je suppose que peut-être dans le reste de la France, vous avez un petit peu ces soucis également. Et il y a aussi, alors voilà, Madame Ivali en a parlé un petit peu, c'est le côté, en fait, des missions universitaires maintenant qui peuvent être confiées aux infirmiers en pratique avancée. Le rôle que j'occupe actuellement, c'est un rôle qui est financé sur la région PACA par l'ARS. On est 9 en France, en fait. Il y en a 7 à Marseille et 2 à Nice. Et le but, en fait, c'est d'être bi-appartenant, c'est-à-dire d'avoir un pied, en fait, à l'hôpital. Donc, dans mon pied à l'hôpital, je m'occupe de l'implantation des IPA en PACA Est, dans tous les établissements. Madame Durand m'a confié les missions d'encadrement, en fait, des IPA sur Nice, mais aussi des missions universitaires pour continuer, en fait, à agrémenter l'université et donc travailler au quotidien avec les étudiants. Mais le fait de travailler avec les étudiants permet en parallèle de travailler sur l'implantation des IPA aussi. On ne peut pas distinguer en fait l'évolution de la formation et la mise en place des IPA actuellement avec le numérique en santé qui est mis en place, le partenariat patient, enfin la collaboration interprofessionnelle. On est obligé de travailler sur tout ça en même temps. Et après, je vous ai mis toute une bibliographie avec tous les textes qu'on a, parce qu'en fait, on a à peu près un texte qui sort tous les 3 mois sur la formation IPA. Voilà. Et je vous remercie. Merci Madame Castello, parce que on est même en avance de 2 minutes, c'est vraiment bravo. Non, mais
C'était parfait. Je pense que vous aurez peut-être beaucoup de questions. C'est vrai que c'est un peu technique aujourd'hui, l'évolution du métier, ça va vite. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Madame Castello. Prenez soin de noter vos questions. Nous allons accueillir maintenant donc une père aidante professionnelle. Je crois que voilà, le professionnel s'est rajouté il n'y a pas très longtemps à la notion de père aidance. Donc, Lise Bouchex qui va nous faire entendre votre voix autour de votre rétablissement. Et je crois que vous avez une particularité intéressante, c'est qu'il y a un compagnon dans votre vie qui vous a aidé visiblement et qui vous a accompagné aussi, c'est le chien. Et que du coup, ça a débouché aussi sur une belle histoire de médiation autour de l'animal. Donc, on vous écoute pour 20 minutes aussi. Oui, je vais essayer de... Merci beaucoup. Bon, déjà, le micro, ça va ? Ok. Donc, comme je vous le disais, donc comme on le disait, je m'appelle Lise. Donc, je suis médiatrice de santé père ou père aidante. Les deux appellations sont un peu en vogue en ce moment. Donc, sur le centre référent conjoint de réhabilitation psychosociale, donc, qui est conjoint entre le CHU et le centre hospitalier Sainte-Marie à Clermont-Ferrand. Et une autre partie de mon temps sur ECAFIP, qui est une équipe de coordination et d'accompagnement à la formation et l'insertion professionnelle. J'en profite pour vous dire qu'il y a un petit stand dans le hall si vous avez besoin d'aller les rencontrer. Oui. Voilà. Donc, moi, je suis en CDI depuis pas longtemps. J'ai enchaîné quelques CDD avant d'arriver à mon CDI et je suis à 60%. Mon parcours, j'ai d'abord fait le DU de père aidance en santé mentale et troubles du neurodéveloppement sur Lyon. Et dans le cadre de mon DU, j'ai fait mon stage à la réhabilitation. S'en est suivi un peu de bénévolat. Et ensuite, j'ai préparé, en fait, lors de ce bénévolat, mon projet professionnel et ma future embauche qui a eu lieu il y a à peu près 2 ans. Voilà. Donc, je vais vous faire un bref historique de la père aidance. L'idée, c'est pas de vous assommer avec des dates, mais juste de vous situer un petit peu les choses. Donc, souvent, quand je parle de mon métier, en fait, ça commence à partir du moment où j'en parle, parce que souvent, les gens ne connaissent pas la père aidance, ou en tout cas, c'est un peu flou pour eux. Donc, du coup, ce qui est le plus parlant pour les gens, c'est quand on compare la père aidance au mouvement des alcooliques anonymes. Parce que souvent, dans les mouvements des alcooliques anonymes, c'est des personnes qui ont été concernées par des problèmes d'addiction et qui témoignent de leur vécu aux personnes qui rencontrent la même difficulté. Donc ça, c'est dans les années 1935. Dans les années 70, aux États-Unis, on observe le mouvement d'empowerment, autour du droit des usagers. Dans les années 1990, Patricia Digan, qui est docteure en psychologie et qui souffre de troubles de la schizophrénie, monte le mouvement de recovery, donc rétablissement. Donc ça, c'est ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont mises en place déjà depuis quelques temps. En France, ce qui fait bouger les choses, il y a eu plusieurs choses, je ne vais pas tout vous récapituler, mais en 2005, quand même, la loi la loi sur le handicap psychique, sur la reconnaissance du handicap psychique, et en 2010, le premier père aidant employé à Marseille sur le 1 chez soi d'abord, qui est un dispositif de précarité. Voilà. Donc, le constat, c'est que la père aidance se développe. On en entend de plus en plus parler donc c'est un métier qui se développe avec tous les enjeux en fait autour de l'émergence de ce métier et les questionnements qui vont avec. Donc, dans un système de soins où l'humain prend de plus en plus la place qui lui revient et la place d'humain plus que celle du soin, on va se baser sur qui est la personne. Donc la père aidance, elle vient un petit peu alimenter ce changement de paradigme. Donc rapidement, une définition, vous l'aurez bien compris, ou en tout cas, il y a certaines personnes qui doivent l'avoir déjà en tête, mais la père aidance, c'est une personne, un professionnel qui travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire et qui dévoile qu'il a vécu ou vit des difficultés dans le cadre de la santé mentale, donc des difficultés psychiques. Et donc, moi, j'ai pour habitude de décrire mon activité en expliquant que j'accompagne les personnes concernées par des troubles psychiques sur leur chemin de rétablissement.
Donc, en fait, changement de paradigme parce que maintenant, le patient, ou en tout cas l'ancien patient, devient une ressource pour l'équipe soignante. Donc, ça fait bouger un petit peu les lignes. J'ai pour habitude de dire que la père aidance, ça remue tout le monde. C'est-à-dire que ça remue l'équipe, le père aidant qui va être salarié, parce qu'il y a quand même tout à construire, et les personnes qu'on accompagne, parce que ça leur permet d'accéder à un nouveau savoir. Donc, j'aimerais revenir sur le fait que la père aidance, c'est un métier complexe et complet, ce qui le rend hyper enrichissant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je ne peux pas parler de la père aidance sans parler du rétablissement. Donc, le rétablissement, j'aime pas bien en faire une définition, parce que pour moi, il est propre à chaque personne. C'est-à-dire que chacun va expérimenter à son niveau, à son rythme et avec sa temporalité ce qu'est le rétablissement. C'est pas linéaire, donc c'est pas parce qu'on rechute qu'on n'est pas sur un processus de rétablissement. Pour moi, et c'est toujours pareil, j'ai pas la science infuse, hein. Là je vous partage mon expérience, mais après je vous invite chacun à vous faire votre avis sur la question. Mais pour moi, il n'y a pas de date de début et de date de fin sur un parcours de rétablissement. C'est un procédé qui nous suit toute notre vie pour atteindre une qualité de vie qui nous est satisfaisante. Et donc l'idée, c'est pas de vous raconter ma vie à moi non plus, mais pour avoir expérimenté le rétablissement, je dirais que c'est un chemin semé d'embûches qui m'a permis de comprendre la valeur de ma propre vie. Voilà. Donc en fait, ça m'a permis vraiment de développer de véritables savoirs, c'est-à-dire que déjà sur l'administratif, alors je pense que maintenant je suis bien calée, parce que c'est un sacré parcours du combattant quand on a un handicap psychique, toutes les démarches administratives. Aussi, je suis passée d'un statut de patient à un statut d'une personne très patiente. Ça m'a beaucoup appris aussi, surtout que de base je ne l'étais pas. Et ça, le temps, la notion de temps, c'est très important dans un parcours. C'est-à-dire que vraiment, moi on m'aurait dit il y a quelques années de ça que je me trouverais ici, j'y aurais pas cru. Voilà. Ensuite, j'ai développé aussi des aptitudes comme une certaine sensibilité, alors qui faisait partie de moi, mais que j'ai appris à assumer et à m'en servir dans mon travail, et aussi une capacité d'observation qui est plutôt bien rodée. Voilà. Donc, j'aimerais revenir sur le fait que la père aidance, c'est un vrai métier. Donc, comme tout métier, il demande des savoirs, des compétences et des formations. Donc, on va revenir sur la professionnalisation des pères aidants. Un petit point sur le temps. Il nous reste combien de temps ? Tout va bien. Je vous ferai un petit signe, Lise. Ok, super. Il vous reste 10 minutes. C'est parfait. Non, il vous reste presque 15 minutes. Eh bien, on est très bien. On est très bien. Vous êtes parfaite. Donc, voilà, donc on entend parler de savoir expérientiel. Donc c'est un gros mot un petit peu à la mode, qu'on entend à toutes les sauces. Mais en quoi ça consiste ? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué dans mon expérience du rétablissement, en fait, c'est un travail de tous les jours. Et c'est un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que s'approprier sa maladie et tout ce qui va autour, et retrouver une qualité de vie satisfaisante, ça demande une énergie, j'ai noté plus sur mon papier. Voilà, donc ça m'a aussi demandé de faire de nombreuses recherches et de solliciter de nombreux professionnels. Voilà, et pas que. Mais l'idée, c'est que toutes ces choses-là, un jour je me suis dit, mais je vais en faire quelque chose quand même. J'ai développé beaucoup de compétences. Et donc ça, c'est ce que j'appellerais le savoir expérientiel. Mais pour moi, il n'est pas suffisant à la reconnaissance du métier de père aidant. Il y a le savoir expérientiel qui est une grande part de ce que l'on est au travail, mais il y a aussi des savoir-être. Par exemple, moi, je n'avais pas forcément pensé quand j'ai voulu faire ce travail que j'allais me retrouver devant vous à parler devant un auditoire. Et en fait, c'est un savoir qu'il faut avoir, être capable d'être à l'aise à l'oral, de pouvoir s'exprimer.
Et on n'y pense pas forcément au début. On se dit, moi, je veux juste aider les gens. Ben, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, voilà, des savoir-être, des compétences professionnelles, que ce soit à l'écrit, à l'oral, que ce soit... Enfin, voilà, on a construit une fiche de poste avec ces différentes compétences. Et en fait, quand j'ai postulé, j'ai passé un entretien. Donc, comme tout le monde qui recherche un emploi. Voilà. Et donc, il y a le savoir universitaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui existent. Donc, moi, j'ai suivi le diplôme universitaire de père aidance, comme je vous disais, mais il y a aussi une licence qui est sur Bordeaux et sur Paris actuellement, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, ces 2 diplômes, la licence, c'est un bac plus 2 et le diplôme universitaire, c'est niveau bac. Donc, voilà, il y a des nouvelles formations qui s'ouvrent de plus en plus pour rendre accessible ce métier. Mais voilà, c'est un métier qui doit encore faire sa place, qui a des choses à prouver. C'est un véritable enjeu autour de ça, et de la bonne manière. Donc du coup, toujours, encore une fois, selon mon expérience, j'ai pas la parole sacrée, mais j'ai essayé de vous lister un petit peu les freins et les leviers qui, selon moi, et les retours des équipes, de mon équipe, qui peuvent favoriser l'inclusion d'un père aidant et de façon viable et durable. Donc, les freins identifiés, ça peut être par exemple une mauvaise temporalité, que ce soit pour le père aidant ou pour l'équipe. C'est-à-dire qu'à mon sens, pour moi, lorsqu'un père aidant vient dans une équipe, ça demande une préparation de la part de l'équipe. C'est-à-dire, déjà, est-ce qu'on comprend le sens de ce métier? Est-ce qu'on comprend l'intérêt? Et est-ce que l'arrivée du père aidant, c'est un projet qui a été bossé en équipe ou est-ce qu'il a plutôt été imposé et qui se fait comme un cheveu sur la soupe, on vous emmène un père aidant? Pour moi, ça ne peut pas marcher de cette façon-là. Aussi, le manque de formation du père aidant et de la prise de recul. C'est-à-dire qu'un père aidant, on lui demande constamment de faire une gymnastique de l'esprit. C'est-à-dire exploiter ce qu'on a vécu tout en gardant le recul nécessaire. Donc ça demande d'avoir travaillé le projet professionnel, de l'avoir visualisé, et donc de l'avoir travaillé. Donc voilà, ça c'est les freins selon moi, donc c'est pas une liste exhaustive, il y en a sûrement plein d'autres, je vous invite à y réfléchir. Ensuite les leviers, parce qu'on va quand même parler un peu du positif, il y a des choses qui favorisent la père aidance. Donc pour moi, une des choses les plus importantes, c'est la transparence et la sincérité. Il y a des collègues à moi qui se sont retrouvés dans des questionnements. Lise, comment je peux lui parler de tel sujet? Est-ce que ça la dérange que j'en parle? Et en fait, on s'est tout simplement réunis autour d'une table et on en a discuté. Tout simplement comme 2 êtres humains qui se rencontrent. Donc moi, j'avais un peu l'impression, les infirmiers, c'était un peu des ovnis pour moi. Et en fait, non, c'est devenu mes collègues et des humains avec leurs histoires aussi. Voilà, je vous invite à réfléchir si le rétablissement ne concerne que les personnes concernées. Voilà. Merci. Donc, ensuite, voilà, se questionner et être capable de se remettre en question. Personnellement, moi, les animaux m'ont beaucoup appris sur ça. Et je pense que c'est important dans le soin d'avoir ça à l'esprit. Donc, se poser des questions comme qu'est-ce que ça soulève chez moi, et aussi une conscience et une connaissance de soi. C'est-à-dire, quel questionnement je vais avoir par rapport à cette personne qui a un statut un peu particulier, le père aidant, c'est un ancien patient, mais là c'est mon collègue, comment je compose avec tout ça en fait. Voilà. Ensuite, les leviers, c'est la posture professionnelle et particulière du père aidant. C'est-à-dire que le père aidant doit aussi avoir travaillé sur qu'est-ce que ça représente pour lui, comment il va se positionner, qu'est-ce qu'il va aborder avec son équipe, qu'est-ce qu'il ne va choisir de ne pas aborder. C'est aussi un travail à faire en amont de sa part. C'est pas on pointe du doigt l'équipe ou on pointe du doigt le père aidant. C'est vraiment un travail d'équipe ensemble. Voilà. Et ensuite, la dernière chose, qui pour moi est un levier, c'est accompagner le père aidant dans ses projets et avoir le soutien de sa hiérarchie. Moi, j'ai la petite spécificité, comme on vous en parlait, de pratiquer la médiation animale.
C'est-à-dire que dans mon projet de père aidance, je me suis dit, mais les animaux, ils m'ont permis énormément de choses. J'aimerais transposer ce que, en fait, les chiens m'ont permis d'apprendre en tant qu'apprentissage et aux personnes que j'accompagne. Et du coup, en fait, ma hiérarchie, ils ont entendu mon projet et ils m'ont accompagné là-dedans. Donc voilà, sur comment concevoir tout ça. Parce que ça c'est pareil, ça se fait pas au hasard d'inclure des chiens à l'hôpital. Et on y est arrivé. Voilà. Donc, pour terminer, on est très bien. Toujours. On peut se lancer un peu de fleurs. Hein. Donc, je vous avais fait un dernier petit paragraphe sur la plus-value de la père aidance. Donc, normalement, ce qu'on fait quand on présente la père aidance de façon un petit peu plus scolaire, on met des sources, d'études scientifiques. Mais là, il y a quelques temps de ça, il y a des personnes que j'accompagne qui m'ont fait un retour spontané sur qu'est-ce que ça leur avait apporté la père aidance. Et j'ai trouvé que c'était important de donner la parole à ces personnes-là parce que moi, c'est mes meilleurs guides dans ma profession, donc, et pour vous aussi, je suppose. Donc voilà, Madame A, un jour, m'explique qu'elle a beaucoup de professionnels autour d'elle, mais qu'elle sait très bien faire la différence entre le rôle de chacun et qu'à ses yeux, ils sont tous complémentaires. Elle va me parler d'expérience, de posture et de regard. Elle m'explique que c'est une vision complémentaire. Là où les IDE, infirmiers, ont une formation, les pères aidants ont un vécu. Là où les pères aidants nous parlent comme à la maison, les infirmiers nous apportent le cadre. Et là où les infirmiers nous demandent de temps en temps de nous adapter, avec le père aidant, nous parlons le même langage. Tout ceci, ce travail d'équipe, me permet une meilleure compréhension de moi-même, créer un lien avec les soignants, tout en ayant le soutien du père aidant. Donc, je remercie Madame A pour ce témoignage. Et donc, en fait, j'aimerais revenir sur le titre de l'intervention. Donc, on a choisi une voie vers le rétablissement, la médiation en santé père. Donc, une voie VOIX, il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, vous l'aurez bien compris. Donc, en fait, parce que selon moi, le père aidant est là pour rappeler aux personnes concernées que tu peux. Aussi, c'est un traducteur. Des fois, on ne se rend pas bien compte, quand on est au cœur de son métier, que la personne en face de nous, elle n'a rien compris. Donc moi, j'ai la facilité à repérer, en fait, quand la personne concernée, elle est un petit peu paumée, et j'arrive à retraduire dans un langage qui nous est plus courant. Voilà. Alors, ne le prenez pas mal, il ne faut vraiment pas faire de distinction, hein, mais c'est vraiment, comme la médiation animale, comme tout type de médiation, c'est cette triangularité qu'il y a entre les différentes parties. Et ensuite, le père aidant, c'est quand même un porte-parole. Alors, sans rentrer dans du militantisme et tout ça, c'est pas du tout le but. Mais en tout cas, moi, je suis là pour faire valoir la parole des personnes que j'accompagne et pouvoir aussi, par exemple, dans les réunions cliniques ou les choses comme ça, des fois, amener un peu de vivant dans tout ça. Donc voilà. Mais la père aidance se développe, la psychiatrie évolue et moi voilà, j'ai bon espoir dans tout ça. On œuvre tous pour que ça s'améliore au mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Lisa. Tenez, vous allez nous rejoindre parce qu'après, je pense qu'il y a plein de questions qui vous attendent. Et puis alors, bravo, des ressources, oui, des compétences, oui, des compétences à l'oral, oui, fluidité, synthèse, sens pédagogique. Enfin bon, vous êtes convaincus que vous êtes faite pour ça. Et sûrement, en tant qu'oratrice, moi, je vous félicite vraiment beaucoup. Hein. Vraiment, chapeau. Hein. Alors, on va continuer. Alors, tout à l'heure, je pense qu'il y aura des questions qui reviendront vers vous. Alors, le tour des métiers va continuer. Alors, je ne sais pas où sont nos prochains interlocuteurs parce qu'ils s'étaient planqués. Genre, mais non, ils ne vont pas nous repérer.
Voilà, donc ils sont 3 à nous rejoindre, mais alors toujours 3 pour 20 minutes. Donc je suis légèrement obsédée par le temps. Donc nous rejoignent Kevin Biron, Raquel Borimota et Emmanuel Castano, c'est ça. Donc respectivement, là au niveau des compétences, il y a une socio-esthéticienne, je crois, c'est ça. Et puis, vous êtes aussi un acteur au niveau du sport. Infirmier. Ah, vous êtes infirmier Je vais aussi. présenter rapidement. D'accord. Donc, on va vous laisser vous présenter et organiser votre temps de parole. Et puis ensuite, voilà, on partagera aussi avec le public les questions. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc, on arrive en transition après Lise, que je tenais à féliciter pour son intervention, son éloquence. C'était très touchant comme témoignage. Et puis, j'aurai plaisir à travailler avec elle prochainement. Donc, voilà, je tenais à faire un petit clin d'œil à Lise. On va se présenter sur les recommandations du professeur Terra de ce matin. Donc Emmanuel Castano, je suis cadre de santé au sein du centre hospitalier Sainte-Marie sur le site de Clermont-Ferrand depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai exercé 10 ans sur le site de Nice aussi, donc voilà, ma présence ici au colloque associatif était importante, je pense. Donc j'exerce plus particulièrement sur une filière qui propose des soins orientés rétablissement dans différents services, dont le CATTP de rééducation. Donc j'accompagne une partie de l'équipe, Kevin Biron, qui est infirmier chargé de la coordination des activités physiques et sportives adaptées, Raquel Borimota, qui est socio-esthéticienne, et on a également des soins d'ergothérapie et de kinésithérapie sur le service. Alors, je fais une brève présentation parce que c'est un service, effectivement, qui s'inscrit dans l'objectif de faire évoluer les pratiques. Lise a parlé du changement de paradigme, effectivement, au niveau de la pérédance, mais aussi au niveau des établissements d'une manière plus générale. Changement de paradigme, puisque le rétablissement s'inscrit pleinement maintenant dans nos missions. C'est très ancré, c'est vraiment un axe fort du projet médical. C'est porté par les équipes de soins, notamment sur l'axe ambulatoire. Donc l'idée de notre service, c'est en tout cas de soutenir la capacité d'agir des personnes, de les accompagner avec bienveillance et humilité en fonction de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs ressources, puisqu'on est vraiment dans une position qui n'est plus verticale maintenant, et heureusement. Voilà, au sein des établissements de santé. Ça demande aussi une acculturation des équipes de soins, puisque chacun vit des réalités très différentes dans les établissements de santé. On y arrive petit à petit en faisant de la formation, de la sensibilisation. Donc voilà, c'était pour rappeler un petit peu les objectifs et de permettre à chacun de reprendre le pouvoir sur sa vie, de diriger sa vie comme il l'entend et comme il le souhaite, que l'on soit professionnel de santé ou personne concernée. Voilà, c'est le même combat. Je vais laisser la parole maintenant à Kevin et à Raquel pour la suite de l'intervention. Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup sur cette table ronde nouveaux métiers, donc nous avons eu une intervention sur les IPA, une intervention sur la pérédance, donc effectivement des nouveaux métiers qui se développent. Alors nous sommes infirmiers, esthéticiennes, des métiers pas vraiment nouveaux finalement, mais du coup on va plutôt nous intéresser à présenter notre pratique et un petit peu comment est-ce que la pluridisciplinarité de notre équipe est mise au service du rétablissement des personnes. Je vais commencer par quelques chiffres. 300 minutes d'endurance modérée ou 150 minutes d'activité physique soutenue, ainsi que des exercices de renforcement musculaire 2 fois par semaine. Alors non, en cette période de Jeux Olympiques, ce ne sont pas des minimaux pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris, mais simplement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé concernant l'activité physique. Selon le ministère de la Transition écologique, en 2022, seuls 60% des adultes atteignaient ces recommandations. Mais j'imagine que c'est le cas pour tout le monde ici et je vous en félicite. Au-delà de l'investissement en temps et financier qu'un tel engagement nécessite, d'abord et avant tout, il faut prendre conscience de la place du corps et son importance dans l'existence. Cela passe par une recherche du bien-être qui n'est pas forcément acquise, spécialement lorsque l'estime de soi est atteinte. Donc charge aux professionnels de santé que nous sommes de trouver des points d'entrée afin de sensibiliser les personnes à ces thématiques et trouver comment valoriser ces pratiques. Chacun étant différent, professionnel comme personne soignée. Comment satisfaire des attentes différentes pour chacun au service d'un processus de rétablissement.
le CATTP Rééducation, nous avons opté pour une approche transversale, donnant toute sa place au travail pluridisciplinaire et collaboratif. C'est vrai que la relation soignant-soigné ne peut être, à notre avis, qu'enrichie par des pratiques professionnelles diversifiées. C'est vrai qu'au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte. Chacun travaille un petit peu sur des choses qui leur sont, des activités qui nous sont propres. Mais je pense qu'il est important qu'on puisse chacun laisser s'exprimer des sensibilités, des domaines d'expertise et des compétences variées. Et que finalement, de pouvoir utiliser ce que nous sommes, savoir des soignants uniques, des personnes uniques, au service d'individus que l'on va accompagner dans le soin. Ça revient bien à mettre en lumière un petit peu l'importance de la personnalisation et le fait que sur ces processus de rétablissement, chaque personne va être actrice finalement de son parcours de soins. Et c'est important, je pense, de faire en sorte que nous puissions mettre les choses en place dans ce contexte. Tout d'abord, une petite définition qui va s'afficher du rétablissement. Je ne vais pas revenir dessus. Lise l'a fait très bien et de manière très vivante, et elle a bien mieux exprimé qu'une simple définition ce concept-là. Voilà. Pour faire un petit clin d'œil à Lyon, c'est une définition que j'ai reprise du Centre de référent de réhabilitation psychosociale, donc le CL3R. Au quotidien, les différents corps de métier que compose le CATTP Rééducation travaillent chacun individuellement dans leur domaine de compétences qui leur est propre. Nous allons plus précisément aujourd'hui vous présenter l'articulation entre la socio-esthétique et l'activité sportive. Et pour nous montrer notre complémentarité, mon collègue va présenter mon travail et je présenterai le sport. Donc, via une pratique généralement individuelle, la socio-esthéticienne s'engage pour créer un climat de confiance dans une petite bulle rassurante et hors du temps. Ce climat de confiance permet d'aborder avec les personnes accompagnées des thématiques parfois douloureuses, souvent complexes et généralement laissées de côté, tels que les soins corporels, la recherche d'un état de détente et de relaxation, de plénitude. Un lâcher-prise salutaire, venant créer une rupture bienvenue avec le quotidien. Les personnes qui sont adressées pour ces soins sont généralement à la recherche d'un moment de bien-être et de détente, ponctuel et personnalisé. Un travail groupal est également réalisé en partenariat avec une infirmière et une psychologue de réhabilitation autour d'un atelier estime de soi. Concernant les objectifs de ce groupe, nous pouvons citer la prise de conscience du corps et de son image, le travail des capacités relationnelles au travers d'une communication efficace, le renforcement des capacités d'autonomie de chacun. Concernant le sport, il y a beaucoup à dire à l'hôpital. Les activités proposées par les éducateurs sportifs et l'infirmier sont quant à eux plutôt orientées sur des pratiques groupales. Mais cependant, certaines personnes ont également besoin du sport adapté en individuel, selon ce que son état psychique lui permet de pratiquer des activités, ne permet pas de pratiquer des activités en groupe. Les activités sont organisées en séquence pour structurer la journée des personnes soignées. Les activités sportives adaptées n'ont pas une visée occupationnelle, mais bien thérapeutique. C'est important de le préciser. Les activités sportives, les objectifs sont multiples. Parmi les principaux, on peut citer acquérir une meilleure condition physique et d'hygiène de vie, lutter contre le stress, lutter contre la sédentarité et la prise de poids, et favoriser la création du lien social. Un travail avec l'équipe de réhabilitation est également poursuivi avec un programme de remède rugby. Il s'agit d'utiliser la pratique du sport, le rugby touché, afin de renforcer la capacité des personnes concernées à interagir avec les autres de façon affirmée et adaptée. Pour cela, ce programme se concentre sur les processus de cognition sociale. On le voit, le travail de chaque professionnel est très différent. On peut dégager cependant des objectifs communs, se réapproprier son identité via le média corporel, se revaloriser et améliorer son estime de soi, créer du lien social, renforcer sa confiance en soi et en l'autre, améliorer sa qualité de vie globale,
susciter l'envie et la motivation des participants et reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors, on va prendre un petit exemple qui illustre pas mal, je pense, ces principes-là. Donc, on vous a mis une petite photo pour illustrer. Alors, c'est pas notre salle d'hydrodétente, puisque je vais prendre comme exemple l'hydrodétente. Hein, voilà. Voilà, on aimerait bien, mais si quelqu'un veut faire un appel à financement, ce sera avec plaisir. Voilà. 2 fois par an, notre CATTP propose une médiation d'hydrodétente, donc sur des indications, notamment pour des limitations des capacités fonctionnelles en raison d'un surpoids ou d'un handicap physique, des troubles anxieux, de l'aquaphobie, un syndrome de stress post-traumatique, parmi les plus récents. Nous avons l'année dernière proposé un cycle spécifiquement tourné vers des femmes migrantes victimes de violences. Nous nous sommes adaptés aux besoins de ces femmes qui, en raison de leur parcours traumatique, n'étaient pas en capacité d'intégrer un groupe mixte et nécessitaient une stabilité importante afin de pouvoir lâcher prise et d'évoluer dans un climat de confiance. Donc dans ce contexte-là, on a pu avoir une infirmière qui travaillait sur l'équipe mobile de précarité de l'hôpital, qui était l'élément sécurisant, parce que c'est la référente en fait, de parcours de ces personnes. Donc elle aura permis la constitution du groupe et aura été facilitatrice de la rencontre. Le travail de l'éducatrice sportive, quant à elle, était plutôt focalisé sur la gestion de la peur de l'eau, par des compétences et une formation spécifique. Et Raquel, ma collègue, était garante de la recherche de relaxation et du lâcher-prise. Donc on a pris cet exemple parce que, pour montrer en fait que le dispositif essaye de s'ajuster toujours à des profils de personnes différentes et cherche à rester suffisamment fluide pour permettre de nous adapter à toutes les situations qu'on peut rencontrer, et pour adapter des choses de manière au plus personnalisée. Un exemple de projet que nous avons en cours en ce moment, c'est que nous avons constaté qu'un certain nombre de personnes étaient très investies au niveau de la socio-esthétique, mais très peu au niveau du sport. Des personnes hospitalisées au long cours pour lesquelles les séances de sport proposées sont généralement un petit peu trop physiques et qui engendrent du coup un arrêt rapide. C'est pour cela que nous travaillons actuellement sur un projet de séjour thérapeutique à la destination d'un groupe homogène centré sur le bien-être et les activités physiques légères, douces. Un des objectifs est de leur permettre d'associer la notion de bien-être avec celle de l'activité physique douce. Nous souhaitons utiliser cette dynamique pour transférer ces acquis dans leur quotidien. Ce séjour s'appuiera sur le projet de soins défini par les équipes et par les personnes concernées. Et pour terminer cette présentation, je vous ai montré une photo qui illustre bien, qui a été prise lors d'un séjour précédent, qui illustre bien, je trouve, le concept de transversalité. Chacun est vraiment là, présent en tant qu'individu, et il vient puiser dans les compétences du groupe pour se nourrir avec et avancer. Voilà, peu importe le statut, chacun est au même niveau, chacun vient prendre des choses et en apporter aux autres. Travailler ensemble, partager nos connaissances et nos expériences, c'est ce qui fait la force de notre approche. Il faut cultiver au quotidien cette collaboration pour continuer à innover et améliorer la prise en charge des personnes. Ces concepts ne sont pas réservés à un groupe restreint, ils sont universels. Et on peut les appliquer dans différents contextes, que ce soit en psychiatrie, en médecine générale ou dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment une richesse au quotidien et ça nous permet vraiment d'avancer tous ensemble. Merci. Merci. Peut-être si vous pouvez nous rejoindre là-bas. Merci, oui, merci à vous deux, enfin presque à vous trois. C'était très intéressant de voir comment finalement le corps a été abordé sur des métiers croisés comme ça. Votre volonté de croiser, c'était remarquable parce que du coup, on sent bien comment vous travaillez ensemble. Et donc, merci beaucoup. Et puis alors, que de moyens à l'association. Moi, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces installations. Et alors, vous avez vu le petit palmier sur la plage, la dernière photo? Moi, je me demande si... Bon, enfin, bref. Donc là, on a presque envie d'y faire un petit séjour. Alors, on va terminer. Vous voyez, on avait peur qu'il n'y ait pas plus suffisamment de temps pour vous, mais Madame Lenain, mais on va l'avoir largement, finalement, pour votre intervention.
Donc, vous n'êtes pas soignante. Voilà, je vais me présenter. Voilà, on va commencer par... Mais vous êtes néanmoins, aujourd'hui, vous accompagnez les soignants largement. Donc, vous êtes conseillère en santé numérique au sein des instances de la FEAP, hein, c'est ça? Voilà. Et puis, vous avez travaillé dans une agence nationale de numérique en santé. Alors, il y a beaucoup d'agences dans ce pays, donc il faudra nous expliquer. Et donc, vous allez essayer, à la suite de Monsieur Terra qui disait « je me fais peur » là, quand il était face à son ordinateur, essayez de nous rassurer là, parce que franchement, ce matin, on avait face à nous un homme traumatisé, hein, quand même. Justement, j'avais pour objectif de commencer par ça. Vous me prenez mon entrée, mais c'est... Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Oui, donc je travaille à la FEAP comme conseillère numérique. La FEAP, c'est une fédération qui représente 5000 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Et l'association hospitalière Sainte-Marie en fait partie, est très active à la FEAP. Et je voudrais vraiment remercier Rémi Chatagnon et le professeur Boisseau de m'avoir invité pour échanger avec vous et partager quelques minutes sur le sujet du numérique, du digital. Voilà. Alors, quand on parle d'outils numériques, de quoi parle-t-on? Pour vous, c'est quoi? Alors, on va peut-être démarrer un petit peu par ça. Vous le voyez bien, il y a une multiplicité d'outils numériques. Déjà, nous, en tant que citoyens, on a l'occasion d'utiliser plein d'outils. Les jeunes sont beaucoup plus avertis, aguerris que les plus anciens, mais voilà, on est tous sur ces outils numériques. En tant qu'usagers du système de santé, on nous propose un certain nombre d'outils. Vous avez dû voir arriver une proposition d'utiliser votre espace santé, hein, Mon Espace Santé, qui a été mis en place par l'assurance maladie. Il y a plein d'objets connectés, on parlait de sport, de bien-être, voilà, il y a plein d'objets connectés qui nous permettent de récupérer des données. Il y a les services de prise de rendez-vous en ligne, les outils d'e-learning. Voilà, un certain nombre d'outils qui se présentent à nous. Et puis quand on travaille en établissement sanitaire ou médico-social, vous avez les outils numériques qu'on espère voir bien fonctionner. Parfois, hein, il y a des petits soucis, mais voilà. Donc d'abord, les outils que vous utilisez au quotidien, effectivement, le professeur Terra parlait de l'ordinateur et le fait que quand on voit son patient, il y a l'ordinateur et puis l'informatique un peu partout, mais c'est vrai que vous avez votre dossier patient informatisé ou votre dossier unique de l'usager, les dossiers de spécialité, etc., qui vous permettent de stocker un certain nombre d'informations qui avant étaient stockées sur le papier et qui étaient parfois pas toujours au bon endroit et sécurisées. Voilà, vous avez un certain nombre aussi de dispositifs médicaux numériques qui se mettent en place, la reconnaissance vocale, les scanners, les objets connectés aussi qui s'utilisent de plus en plus dans des environnements sanitaires et médico-sociaux. Les outils de télésanté, hein, vous savez que la télésanté, la télémédecine est rentrée dans le droit commun, il y a des remboursements qui sont faits, que ce soit pour de la téléexpertise ou de la téléconsultation, et maintenant la télésurveillance. Voilà. Et puis ces données sont de plus en plus exploitées, que ce soit une exploitation primaire ou secondaire, et avec le spectre, le développement accru de l'intelligence artificielle, ces algorithmes-là qui nous permettent de faire gagner pas mal de temps. Voilà, la Haute Autorité de Santé classe toutes ces solutions numériques en 4 grandes catégories, 11 types de solutions, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le lien. Mais ces outils, ce que je voudrais vraiment insister, c'est que ces outils, ce ne sont que des outils. Ils sont vraiment au service de l'humain, ils sont complémentaires à l'humain, ils ne se substituent pas à nous, les êtres humains, et ils sont au service de vos pratiques, de vos organisations, des parcours que vous mettez en place, des processus qui sont en place, et l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps et de l'efficience, de la traçabilité, etc. Et donc, le numérique, ou l'informatique, ou le digital, utilisez tous les termes que vous voulez, ce n'est pas le propre du service informatique, de l'équipe informatique, ce sont nos outils, c'est le propre d'un projet d'établissement, c'est porté par une direction d'établissement, et ça sert aux soignants, aux médecins, donc voilà, c'est important que tout le monde s'en empare. Alors,
J'ai prévu ensuite de vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau national pour que vous compreniez un peu les grandes tendances, où on en est, avant de parler des perspectives. Donc il existe une feuille de route du numérique en santé. Quand on parle santé, c'est sens large, hein, sanitaire et médico-social et social. C'est une feuille de route qui a 4 grands axes. Un premier axe qui tourne autour de la prévention. Prévention avec vraiment tous les outils qui vont permettre de faire une prévention de plus en plus personnalisée. Dedans, on y met forcément le service Mon Espace Santé, dont je vais vous parler un petit peu plus après. On y met aussi tous les sujets en lien avec l'inclusion numérique et tous les sujets en lien avec l'innovation en santé. Un deuxième grand axe de cette feuille de route du numérique en santé, c'est un axe autour de la prise en charge, redonner du temps aux professionnels de santé et améliorer la prise en charge des personnes grâce au numérique. Voilà. Et donc, on va le voir, il y a un certain nombre de programmes qui sont en cours, dont vous avez dû entendre parler dans votre établissement, j'en parlerai un petit peu plus après. Mais voilà, c'est tous les outils qui favorisent l'échange et le partage de données de santé en France, mais aussi en Europe. Hein, il y a un programme qui s'appelle CESALI qui se déploie, qui permet de partager les synthèses médicales pour des patients qui sont transfrontaliers. Voilà. Et puis un certain nombre de services qui se mettent en place, comme de la messagerie instantanée, des outils de coordination, etc. Le troisième axe, c'est un axe autour de l'accès à la santé, donc améliorer l'accès à la santé pour les personnes et les professionnels qui les orientent. Donc on est toujours sur des outils numériques qui servent à tout ça. Et donc dedans, on y met le service public d'information en santé, qui permet à nous tous, en tant que citoyens, d'avoir de l'information fiable, de trouver facilement l'offre de santé qui se trouve dans le répertoire opérationnel des ressources. On y met aussi les sujets de services d'accès aux soins, le SAS, les systèmes d'information pour les SAMU Centre 15 et un certain nombre, beaucoup d'autres items. Et le dernier point, c'est le cadre propice. Donc là, c'est vraiment le rôle des pouvoirs publics et c'est vraiment le principe de la feuille de route du numérique en santé, c'est que l'État joue le rôle d'un État plateforme. Il construit les fondations. C'est comme dans une ville, vous avez l'État qui fournit les routes, l'électricité, les conduits qui vont permettre de véhiculer l'eau, l'électricité, etc. Eh bien, le principe, c'est pareil sur le numérique, c'est que l'État fournit toutes les conditions pour permettre ensuite aux entreprises du numérique de venir vous proposer plein de services à valeur ajoutée et de favoriser le développement de l'innovation. Donc l'État met en place des règles en matière d'éthique, d'interopérabilité, c'est ce qui permet au système de communiquer, de sécurité, de protection des données, de souveraineté. Voilà. Bon, j'espère que je ne vous perds pas en route. Voilà, si c'est trop technique, vous levez la main et vous me dites on va plus vite, parce que voilà, pour vous présenter un peu la feuille de route. Alors, là, petit clin d'œil, vous en avez peut-être entendu parler dans vos structures, on vous a peut-être parlé du programme ESMS numérique, du programme SONES, du SONS, de quoi d'autre, d'Open, etc. Donc, le ministère a réussi quand même à décrocher une enveloppe de 2 milliards d'euros sur 5 ans pour accélérer la modernisation des systèmes d'information et surtout de favoriser et développer l'échange et le partage de données numériques. Parce qu'on est tous le même usager qui pouvons transiter dans le sanitaire, ville, hôpital, dans le secteur médico-social. Et donc, on est sur un parcours de vie et il y a besoin d'une forte coordination entre l'ensemble des acteurs. Donc, ce programme-là, il est en plusieurs vagues. Il y a une première vague qui vient de finir, c'est la vague 1. L'objectif, c'était de permettre de faire en sorte que toutes les données qui nous concernent, nous en tant qu'usagers, quand on les partage entre un établissement santé, entre la ville, les professionnels de santé en ville, les labos de ville, etc., ou des structures médico-sociales, tous ces dossiers ils soient qualifiés avec le même identifiant national de santé, l'INS. Deuxièmement, que ces données-là, elles puissent être mises dans un entrepôt de données, qui est le dossier médical partagé, ou qu'elles puissent être échangées de manière sécurisée par messagerie sécurisée. Donc ça, c'est une première vague. Et maintenant, on arrive dans une deuxième vague, c'est favoriser la consultation de toutes ces données.
Voilà. Peut-être rappeler qu'au centre de tout ce dispositif, il y a Mon Espace Santé. Juste peut-être, parmi vous tous, qui utilise Mon Espace Santé? Un peu d'usage, très bien. Donc effectivement, il y a une volonté vraiment d'accélérer le déploiement de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est quoi? C'est votre carnet de santé numérique. C'est un carnet de santé qui contient vos données de santé, vos documents de santé utiles à la coordination de soins, vos données de santé qui sont dans le DMP. C'est un service de messagerie sécurisée entre vous et le professionnel de santé si le professionnel le souhaite. Mais ça permet d'éviter d'utiliser des messageries non sécurisées si le professionnel veut vous envoyer des informations de santé. C'est un ensemble de catalogues de services qui ont le logo conformité en matière d'éthique, sécurité, d'interopérabilité. Et sachant que ces services, ils ont vocation progressivement à se partager de l'information, avec le désirita, évidemment, il faut que le patient soit consentant. Et vient de s'ouvrir un service d'agenda. Donc pour l'instant, dans Mon Espace Santé, vous y trouvez simplement les rappels de vaccins, toutes les activités de prévention que propose l'assurance maladie. Et en tant que patient, vous pouvez y mettre aussi vos rendez-vous. Mais à terme, il y aura une synchronisation avec l'ensemble des rendez-vous qui peuvent vous être proposés par les personnes qui vous prennent en charge. Voilà, donc vous voyez, il y a un cadre qui se met en place, il y a des socles qui se mettent en place, des services nationaux, des socles, etc. Mais ok, c'est la tuyauterie qui se met en place. Maintenant, quel est notre enjeu maintenant à tous collectivement? Eh bien, ce sont les usages de ces outils. Parce que, ok, il y a eu une première marche de mettre les fondations, mais ces outils, ils sont là pour vous et ils sont là pour être utilisés. On n'est qu'au début, au milieu du gué. Et donc voilà, donc je vous disais que dans le cadre du Ségur numérique, il y a des financements, des incitations, etc. Là, on arrive dans une vague 2. La vague 2, c'est quoi? C'est vous permettre, via votre logiciel habituel que vous utilisez en établissement, votre dossier patient informatisé ou votre dossier unique de l'usager, de pouvoir simplement consulter les documents qui sont dans le DMP, de pouvoir plus facilement réintégrer des documents qui vous arrivent par messagerie sécurisée de santé, qu'ils aillent se classer au bon endroit dans votre dossier. Mais tout ça, ça nécessite aussi de renforcer un peu la sécurité. On va le voir après. Hein, vous entendez beaucoup parler de cyberattaques, etc. Donc, il faut quand même se protéger collectivement. Voilà. Et donc, par rapport à ça, la consultation de toutes ces informations, ça vous concerne tous. Donc, la vague 2 du Ségur, c'est un projet d'établissement. C'est un projet sur lequel il faut que vous vous en emparez. Si vous n'en emparez pas, ces outils resteront là et ils ne vous apporteront pas les bénéfices qui sont attendus par rapport à tout ça. Voilà. Donc, et grâce à ces briques qui ont été posées, c'est comme ça qu'on peut construire les services à valeur ajoutée. Et donc, typiquement aussi vos logiciels métiers. Actuellement, là, on sort d'un salon qui s'appelle Santexpo. Il y avait avant le congrès à IMSS aux États-Unis. Vous voyez de plus en plus des usages d'intelligence artificielle qui s'intègrent dans les logiciels métiers pour vous faire gagner du temps. Et tout cela, pour que ça se déploie, il faut que ce soit dans un cadre. Et le cadre, il est là. Et c'est important que vous empariez de ces outils. Pour s'en emparer, la formation est indispensable. Et là, pareil, il y a pas mal d'actions qui sont mises en place. Il y a de plus en plus de cursus en formation initiale déjà qui se mettent en place sur le numérique. Il faut qu'au niveau de la formation continue, ça puisse aussi se mettre en place. Voilà, embarquer tout le monde, ainsi que également, il y a tout un réseau, vous savez, d'ambassadeurs qui se mettent en place, quels que soient les secteurs d'activité, pour essayer de lutter contre cette fracture numérique. De plus en plus, on y met de l'information sur tout ce qui concerne les dispositifs de santé. Voilà, donc besoin de se mobiliser, c'est surtout du temps humain. On sait typiquement que la difficulté, des fois, d'avoir suffisamment de ressources médicales et soignantes, de recruter, de conserver les personnes,
c'est encore plus difficile de leur dire, bon, bah voilà, c'est important qu'il y ait des soignants et des professionnels médicaux qui se mobilisent sur ce type de projet, mais ça ne se fera pas sans vous. Donc c'est important que, voilà, de pouvoir considérer ce qui est prioritaire, enfin de pouvoir prioriser les projets qui vous apporteront le plus de valeur ajoutée. Voilà, développer les usages du numérique, c'est aussi se prémunir des risques d'attaque, enfin de failles de sécurité, on va dire. Donc il y a un rôle qui est dévolu à la direction des systèmes d'information, un rôle plus technique, des firewalls, etc., etc. Mais la sécurité, pareil, c'est l'affaire de tous. Je pense que vous êtes régulièrement sensibilisés sur le fait qu'on n'ouvre pas un mail qui vous paraît un peu douteux. Donc voilà, se prémunir de tout courriel malveillant. Pareil, on va vous demander de plus en plus de renforcer l'authentification aux applications. Vous avez peut-être connu, pour les plus anciens, on rentrait sur les applications avec un login mot de passe très générique. On vous a progressivement dit, maintenant ce sont des logins mot de passe nominatifs, des identifiants mot de passe nominatifs. Vous allez aller de plus en plus vers de la sécurité renforcée, de l'authentification à double facteur, avec des systèmes qui sont actuellement en train d'être pensés pour être le plus ergonomique pour vous. Mais quand je parle de double facteur, c'est penser par exemple quand vous allez regarder votre compte bancaire en ligne, souvent on vous demande, en plus de l'identifiant mot de passe, de confirmer via un code à usage unique que c'est bien vous. On va aller sur ce type de système. Voilà. C'est un sujet important. Je pense que là, les directions d'établissement sont très sensibilisées parce que dans la presse, on parle beaucoup des cyberattaques, que ce soit à l'hôpital, dans les EHPAD, dans un certain nombre de structures. On a un observatoire qui recense tous ces incidents. Il y a eu 581 incidents déclarés l'an dernier. Sur ces 580 accidents, 32% de ces structures ont dû mettre en place un fonctionnement en mode dégradé par rapport à tout ça. Et donc, pour se préparer, on incite de plus en plus à de se préparer aux cyberattaques. Parce que la question, ce n'est pas « est-ce que ça va m'arriver ?», c'est « quand est-ce que ça va m'arriver ?» Donc, c'est important de se préparer comme une gestion de risque, on va dire classique, mais il faut s'y préparer. Voilà, et pour terminer, je ne sais pas combien de temps il me reste. Bon, très bien. Alors, pour terminer, j'ai 2 slides pour vous parler un petit peu plus d'innovation. Ce que je vous parlais, donc, OK, l'État a mis en place tous ces services socles, ces infrastructures, etc. Maintenant, c'est aux éditeurs de solutions, aux industriels de s'appuyer dessus pour vous proposer des services à valeur ajoutée. Et c'est important, ces services, de les co-construire ensemble. Et donc, par rapport à ça, c'est important aussi de travailler ensemble sur des projets d'innovation. Donc, il y a un programme en cours qui vise à aider les structures financièrement en mettant une part d'argent dans les projets pour favoriser ce qu'on appelle des tiers-lieux d'expérimentation. Donc, c'est pouvoir permettre à un entrepreneur de tester sa solution réelle, sur place, sur site. L'idée, c'est d'avoir en France une trentaine de tiers-lieux d'expérimentation. Et au sein de ces tiers-lieux, il y a des expérimentations qui se mettent en place. Je vous ai repris ici des tiers-lieux qui existent, que vous pouvez voir, CH Le Vinatier, le CHU de Bordeaux, le CHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, voilà, qui hébergent des expérimentations qui touchent plutôt des expérimentations en santé mentale et en psychiatrie. Voilà. Également, dans le cadre de France 2030, donc c'est un grand programme qui vise à renforcer, faire en sorte que les entreprises du numérique puissent se développer. Vous avez un plan dispositifs médicaux innovants. Et dans ce plan dispositifs médicaux innovants, vous avez un plan d'action qui est prévu du grand défi sur les dispositifs médicaux numériques en santé mentale. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire
faire émerger des technologies innovantes et de permettre l'accès au marché à ces dispositifs médicaux numériques. Voilà. Donc il y a un document qui a été publié, qui a été soumis à concertation, que vous trouvez toujours en ligne dans les slides, vous trouverez le lien. Il y a 4 axes qui sont prévus. Un premier axe, innovation et recherche sur les dispositifs médicaux numériques en santé mentale et en psychiatrie. Là, l'objectif, c'est vraiment de cartographier les besoins, les initiatives, les expérimentations, créer un réseau de personnes qui vont échanger sur ces thématiques. Et un appel à projet sera lancé. Il devait normalement avoir lieu, être lancé là au mois de juillet. Mais avec les élections, enfin avec les résultats, je vais dire plutôt de ce week-end, on ne sait pas trop quand est-ce que cet appel à projet sera lancé. Ensuite, il y a un axe 2 qui porte sur la génération de preuves et l'évaluation de l'intérêt de ces dispositifs médicaux numériques en santé mentale. Un axe 3 qui est plutôt sur la prise en charge, l'intégration dans la pratique et l'adoption par ces usagers de ces dispositifs. Voilà, avec notamment le développement de la télésurveillance, des bonnes pratiques. Voilà, et un axe 4 sur la formation. On ne le dit pas assez, mais sans formation, cette prise en charge du numérique, des dispositifs médicaux, elle ne peut se faire. Donc voilà. Donc vous entendrez probablement en reparler dans les prochains mois de ce grand plan d'action, grand défi dispositifs médicaux numériques en santé mentale. Voilà, j'en ai fini, je pense.